Bonjour à tous, moi je suis ravi d'être avec vous. Merci pour cette invitation à la ruche, à BNP, évidemment. Merci à vous d'être là. Tiens, d'abord vous féliciter aussi parce que vous êtes lauréat. Bravo, parce que c'est quand même pas évident. Donc moi je m'appelle Alban Michon. A priori je suis ici parce qu'il paraît que je peux être inspirant, ce qu'on m'a dit. Donc je dis, ah bon, d'accord, ok, mais je vais raconter ma vie. Voilà, ça va être chouette. Donc si vous avez 5-6 heures devant vous, ça tombe bien, hein, parce que voilà, j'ai pas mal de slides. Et en fait, je suis devenu, petit à petit, il a fallu donner un nom dans ce que je fais, je suis devenu explorateur. Mais avant de devenir explorateur, ça a pris du temps en fait. Et ben, j'ai commencé, donc je vais vous le raconter, ça a commencé tout petit, puis petit à petit, j'ai monté des écoles de plongée, je suis devenu entrepreneur avec des difficultés que vous connaissez, que l'on connaît. Et puis, comme j'aime les difficultés, les challenges et les défis, comme vous, je me suis dit, allez, hop, à un moment, quand tout allait bien dans mes activités professionnelles, je me suis dit, j'en ai marre, ça marche trop bien, je me relance des autres défis. Qu'est-ce qui va être plus compliqué? Eh ben, je vais trouver l'exploration, nager avec des ours polaires, me retrouver seul sur la banquise arctique. C'était un nouveau challenge que j'adore. Donc, eh ben, je vais... Voilà, en gros, j'ai pas mal de choses à dire, j'en suis désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'adore cette phrase. Non, pas celle-là. C'est quoi la pardon. Voilà, celle-là. Vous connaissez celle-là. Elle veut tout dire. Ouais. Elle veut tout dire. Et je trouve que l'entrepreneuriat, ce que vous faites, c'est une belle aventure. C'est malgré toutes les difficultés. Et je suis hyper heureux de voir qu'en 2018, eh ben, il y a plein de gens qui se lancent, il y a plein de gens qui osent, qui essayent, qui tentent, qui font des choses. Et heureusement, parce que vous êtes les acteurs du monde de demain, et heureusement vous êtes là. Heureusement qu'il y a plein de gens qui font des choses. Et ben, moi, je le fais d'une manière différente. Mais c'est comme ça qu'on fait avancer la cause, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, et donc déjà, bravo. Alors c'est pour ça que c'est parce que je recommence il y a 11 ans. Hein. Quand j'étais petit, j'ai écrit ce texte-là. Alors ça veut dire ça fait quelques années, là j'ai 11 ans, j'ai 11 ans, et bien avant, quand j'avais 5-6 ans, en fait, je ne sais pas comment c'est arrivé, je suis tombé amoureux de la plongée. J'ai jamais plongé, moi je suis de Troyes d'origine, mes parents ne plongeaient pas, aucune raison que je tombe amoureux du monde sous-marin. Peut-être avec Cousteau à l'époque quand je regardais la télé. Donc, à 5-6 ans, je me suis dit, je veux faire de la plongée, j'ai acheté des magazines quand j'étais petit, des magazines de plongée, des photos de plongeurs. Et puis un jour, j'ai été voir mon père. Et puis, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça, 8-9 ans. Et puis, j'avais vu dans le journal, c'était écrit dans les offres d'emploi, restaurant cherche plongeur. Et j'ai dit à mon père, regarde, tu vois qu'il y a du boulot en tant que plongeur. C'est bien après que je me suis aperçu que ce n'était pas forcément le même métier. Donc voilà, donc je suis tombé amoureux de la plongée, ce qui m'a en fait créé ma vie. C'est-à-dire que la plongée, ça a été pour moi le déclencheur. On a tous des déclencheurs et je vous la fais rapide. À 11 ans, j'ai commencé à plonger. Vers 15-16 ans, j'ai écrit le planning de ma vie. J'ai écrit pendant les cours de mécanique, parce que je m'embêtais avec les cours de mécanique, j'ai écrit sur mes cahiers ce que j'avais envie de faire de ma vie. C'est simple. Je n'écris pas ce qu'on me demande de faire, j'écris ce que j'ai envie de faire. C'est pas pareil. On va faire tout ce qu'on veut dans la vie. Vous avez envie de monter des entreprises, vous l'avez fait. Vous avez envie de développer vos projets, vous le faites. Peu importe les difficultés, c'est ça la vie. On fait faire ce qu'on veut, c'est open bar, c'est chouette, c'est classe. Donc j'ai écrit le planning de ma vie, j'ai écrit que je voulais avoir une école de plongée, que je voulais faire des films, des livres, je voulais vivre, je voulais être libre, faire plein de choses. Voilà. Donc j'ai écrit ça, et puis j'ai loupé le bac, c'est mon côté rebelle. Donc je n'ai pas travaillé pour avoir le bac, c'est mon côté rebelle. Et puis je suis parti passer mon monitorat de plongée. Voilà. Une fois que j'ai mon monitorat de plongée, j'avais écrit quand j'étais plus jeune que je voulais avoir une école de plongée. J'avais écrit. Donc, qu'est-ce que je fais? Un jour, j'entends parler qu'il y a une école de plongée sous glace à Tignes, au Savoie, qui est à vendre. J'y connais rien. J'y connais que dalle, je suis juste moniteur de plongée. J'ai aucune notion de l'entrepreneuriat, que dalle, rien. Donc j'ai été voir les gens, c'était un couple qui vendait cette école de plongée.
Je leur dis bonjour, j'aimerais racheter votre école de plongée. Et ils m'ont dit bonjour, mais ok, ça coûte tant, tu as de l'argent? Non. Et là, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Là, ils m'ont dit bah non, au revoir. Et je suis parti. Donc j'ai pas eu l'école de plongée. Par contre, eh ben, ils m'ont rappelé 6 mois plus tard. Et ils m'ont dit, tu es toujours intéressé? Ouais, mais j'ai toujours pas d'argent. Et bien ils m'ont dit, ok, et ben, à ce moment-là, on te fait confiance. On te fait confiance, et ben, tout ce que tu vas gagner, tu vas travailler comme un esclave pendant des années, tout ce que tu vas gagner, hop, tu vas nous le redonner. Ah ouais, parce que 22 ans, j'ai 22 ans, j'y connais que dalle, hormis que je suis passionné par le monde de la plongée, aucune banque va me faire confiance, je ne connaissais pas encore. Imaginez bien qu'il y a 22 ans, aucun diplôme, machin, je pars à une école où personne ne me fait confiance. Et bien ces gens-là, ils m'ont fait confiance. Et bien, heureusement qu'ils m'ont fait confiance, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à faire créer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que j'ai rencontré les gens. Vous êtes ici aujourd'hui, là, pour vous rencontrer tous et rencontrer et mettre en contact des gens. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est le fruit de l'intelligence collective aussi. C'est génial ce que vous faites, c'est génial. La ruche, le BNP, c'est top. Et bien, vous avez une chance extraordinaire. Moi, je me suis débrouillé, j'ai eu cette chance tout à fait par hasard. Et bien, heureusement, je suis là. Donc voilà, à 22 ans, j'arrive, une école de plongée sous classe à gérer. Là, j'ai tout à faire. Hein. La comptabilité, vous savez encore mieux comment ça marche. Mais moi j'ai toujours pas compris. Je me suis débrouillé et puis j'ai appris, à force de rencontrer des gens, à force de regarder un peu à droite à gauche comment ça se faisait, et j'ai appris et n'inquiétez pas, mon cher. Juste un truc. Voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette école? Donc on est dans les années 2000, et à l'époque, en fait, le couple qui gérait ça, ils emmenaient des gens, il fallait déjà être plongeurs, confirmés, ils emmenaient des gens sous la glace pour faire des balades, voir un peu le monde polaire, le monde glacé sous la glace du lac de Tina. Et je trouvais que ça c'était sympa, mais à l'époque, ils disaient, ouais, il faut être fort et balèze pour faire de la plongée sous la glace. Ok, alors moi j'y suis allé, j'ai emmené des gens, j'ai commencé à emmener des gens sous la glace, donc déjà des plongeurs. Et puis petit à petit, je me suis dit, c'est dommage, c'est tellement beau, c'est tellement chouette, j'ai envie de le montrer à tout le monde. Et j'ai pris les copains des gens qui n'avaient jamais plongé de leur vie, puis je leur ai dit, eh bien, je t'emmène sous la glace. Et là, je les ai emmenés sous la glace, j'ai développé une technique qui permettait de faire des baptêmes de plongée sous glace pour que ça soit agréable pour eux. Et en sortant de l'eau, les gens ils avaient la banane jusque-là, ils trouvaient ça merveilleux. Et je me suis dit, voilà, bam, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas dire qu'il faut être fort et balèze, je vais dire que c'est accessible à tout le monde. Parce que c'était super beau et c'était accessible à tout le monde. Alors voilà, donc j'ai développé l'accessibilité à la plongée sous glace pour tout le monde. Voilà, quelques images. Et sans le vouloir, juste avec la motivation, la patate, le sourire, en ayant ouvert ça à tout le monde, j'ai multiplié le chiffre d'affaires par 5. J'ai rien fait, j'étais juste motivé. Alors, je me suis dit, génial, super. Ouais, j'ai développé d'autres produits, j'ai plongé sous glace de demi, machin, j'ai fait plein de trucs de dingue. Ça a toujours super bien marché parce que quand on y croit, ça marche tout le temps, à chaque fois. Par contre, il faut être patient. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, notamment sur mes expéditions. Quand un gamin il apprend à marcher, il va tomber, il va se relever, puis un jour il va marcher. Et c'est exactement ça dans la vie. Sauf qu'aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vous montre un truc, ça. On appuie sur un truc, et normalement on a tout qui arrive. Sauf que un entrepreneur, une société, machin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en appuyant sur le bouton qu'on va trouver des clients tout de suite. Il y a un truc qu'on oublie en 2018, c'est qu'il faut être patient et persévérant. Quand je dis patient, moi j'ai des projets qui mettent 5 ans pour voir le jour. Et ça, on l'oublie, ça, c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais on y perd la patience. Il y a bien un truc qu'il faut retenir, c'est bien ça. Il faut être patient. La plongée sous glace, ça marche super bien. J'ai une équipe de moniteurs, on s'éclate, on vit, on s'amuse, on gagne de notre vie.
super, ok. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, mon truc, c'est les challenges, les défis. Alors, j'ai racheté un truc qui s'appelait les Vasques du Quercy. C'était dans le Lot. Donc ça, c'était en 2005. Ouais, c'est ça, 2005. Il y avait un mec qui organisait des balades en VTT, puis des plongées dans les grottes, etc. Et puis, il faisait ça tranquille. Et un jour, il part à la retraite, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa, je rachète ton nom, voilà, juste le nom. Voilà, je lui garde le nom qui était connu dans le monde de la plongée. Et puis, je lui ai créé une école de plongée souterraine qui n'existait pas à l'époque. Lui, il emmenait les gens juste dans les lacs pour voir l'entrée des grottes. Donc, c'était près de Rocamadour, dans le Lot, et il y a beaucoup de sources. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc, c'est que je vais emmener les plongeurs, non pas à l'entrée des grottes pour regarder comme c'est beau, mais on ne peut pas aller plus loin, et ben je vais devenir le guide de haute montagne de la plongée. C'est-à-dire, je vais emmener les gens, les plongeurs, faire de la plongée souterraine. Et ben c'est ce que j'ai fait. Voilà, je fais un peu de pub, machin, à droite à gauche. Mes clients d'hiver, je les faisais pratiquer les activités l'été, plongée souterraine, et puis hop, inversement, donc en fait, j'avais un turnover de clients, c'était dingue, les gens me suivaient partout, c'était super. Et puis j'ai créé une école de plongée souterraine dans le Lot. Voilà. Ça a super bien marché. C'est génial. Bon, super, ça marche. Donc ça c'était, voilà, pardon, les Vasques du Quercy. Voilà, plongée souterraine. Voilà. Alors ça peut paraître un peu surprenant, hein, mais c'est super beau. Et puis, je me suis dit, bon ok, la plongée sous glace, ça marche bien. La plongée souterraine, ça marche bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire? Parce qu'à un moment, c'est pas juste ça marche, on le coup, quoi. Non, on y va, on y va. On fait plein de choses, on innove, on crée, on invente, on teste, on se plante, on essaye, c'est pas grave, on s'en fout. Et là, je me suis dit, avec le temps, enfin, c'est pas je me suis dit, c'est avec le temps, en plongeant sous la glace, du lac de Tignes, en fait, j'ai appris à découvrir ce monde polaire. J'ai appris à aimer cette glace parce que, avec le temps, la glace, je me suis aperçu qu'elle vivait, qu'elle bougeait. Elle s'épaissit, elle change de relief, de couleur. Et puis, je me suis dit, tiens, ça pourrait être chouette, je trouve ça beau, de découvrir la glace, la banquise, dans d'autres pays dans le monde. Alors, je me suis dit, bah, tiens, je vais partir, je vais emmener des clients. Les clients, c'est des testeurs. Alors, je vais emmener des clients au lac Baïkal, en Sibérie. Alors, je suis parti, donc là, c'est la voiture d'un écrit des. Je suis parti au lac Baïkal. Voilà, avec des clients, testeurs. Et puis, voilà, donc on a plongé sous la glace du lac Baïkal. Alors, on parle d'aventure, on parle d'entrepreneuriat, etc. Mais travailler avec les Russes, c'est l'aventure dans l'aventure. C'est rigolo, quoi, je veux dire ça. C'est chouette. C'est extraordinaire. Et c'est là où j'ai découvert que la glace, en fait, c'est un des rares endroits au lac Baïkal où la glace, elle fait plus d'1 mètre d'épaisseur, et en fait, vous voyez les plongeurs dessous, où il n'y a pas de neige. C'est le seul endroit où on. En fait, je me suis dit, ça c'est marrant parce que la glace, c'est pas la même chose qu'au lac de Tignes, là. Ça n'a pas le même relief, ça n'a pas la même couleur, ça n'a pas la même texture. Et elle ne raconte pas la même histoire. Et en même temps, quand elle craque, parce qu'elle vit, elle bouge avec les vents, le courant, la glace, et ben quand elle fait un bruit, ici, au lac Baïkal, c'est comme un bruit de cristal quand elle craque. Clac. Au lac de Tignes, c'est un bruit sourd. Quand je plonge sous les icebergs au Groenland, c'est comme un coup de fusil. Et là, je me suis dit, mais c'est chouette, la glace, en fait. Elle est vivante, elle nous raconte plein d'histoires. Donc j'en suis de plus en plus moi, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de partir en Antarctique. Donc je suis parti en Antarctique pour voir encore autre chose, pour apprendre. Parce que je me suis construit, pas juste parce que j'ai fait des études où j'ai bavard, hein. Pas bavard. Je me suis construit parce que j'ai rencontré des gens. Je me suis construit parce que j'ai essayé, et aussi, je vous raconte ce qui marche, hein, je fais aussi plein de trucs qui n'ont pas marché, hein. Mais parce que j'ai essayé de faire des choses et j'ai été curieux. Et je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est la curiosité. Ça, c'est chouette, c'est de voir ce qui existe autour de nous et puis de rencontrer les gens et de s'entraider. Là, c'était les clients qui m'entraidaient entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais là, je les emmenais, eux, ils étaient hyper contents que je les emmène à l'étranger, puis en même temps, je voyais un peu leur réaction, et puis on découvrait ensemble d'autres choses, quoi. C'était important. Donc on part en Antarctique. Et puis, c'est pareil, je fais un peu des plongées sous les icebergs, etc. etc. Voilà, c'est quelques images de l'Antarctique. Sauf que, à un moment,
Je ne vous cache pas. On est dans les années 2010 à peu près, ça fait une bonne dizaine d'années que je fais tout ça, et tout marche bien. Et je m'en viens. Je me dis, super, ok, tout roule. C'est-à-dire qu'à Tignes, tout marchait très bien, j'ai gagné bien ma vie. Le seul truc qu'il fallait que je fasse, c'était refaire mon site internet. Challenge. Hyper motivant. Refaire un site internet, quoi. Donc, je me suis dit, j'en ai marre, je pars à l'aventure. Voilà, nouveau challenge, nouveau défi, j'aime la difficulté, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on fait des choses extraordinaires. Et c'est ma formation, en gros, je me paye à chaque fois régulièrement une formation à la vie, quoi. Parce que je sais qu'en créant une aventure, je vais rencontrer les gens. Et c'est le fait de rencontrer les gens qui me permet d'avancer. C'est pas tout ce que. C'est pas les études, puisque je n'ai pas fait. C'est les gens. Et les gens, ben voilà, encore une fois, aujourd'hui, ce que vous faites est top parce que vous allez avancer encore plus vite. Donc, en 2009, non, en 2008, pardon, un truc comme ça, j'ai l'équipe de Jean-Louis Etienne, vous connaissez l'explorateur Jean-Louis Etienne, qui m'appelle, qui me dit on a un projet au pôle Nord et on doit entraîner notre équipe pour plonger au pôle Nord. Ok, ils s'imaginent, ils s'entraînent, etc. Et je lie l'amitié avec le logisticien de son équipe, qui s'appelle Guillaume. Le projet de Jean-Louis Etienne tombe à l'eau parce que pour X raison. Et puis, Guilain, le logisticien, un jour m'appelle, je suis sur l'autoroute, et il me dit hey, dis donc, ça te dit pas. Parce qu'à l'époque, on avait le droit d'avoir le téléphone. Ça te dit pas de partir au pôle Nord et puis de plonger? Et là, bah ouais, super, cool. Ouais, ok. Je sais pas, on part 90 jours, en fait. Ouais, carrément. Ok, bon, on se rappelle. Ok, bisous. Et là, bam, on a monté une nouvelle aventure. Alors ça, c'était l'idée du départ. Ça a juste mis 2 ans pour pouvoir se réaliser. Et c'était extraordinaire, parce que là, on repartait sur que des difficultés. Il n'y a que des raisons d'arrêter. Extraordinaire. Et vous, des fois, vous vous posez certainement la question, et il n'y a que des raisons d'arrêter. Eh bien oui, sauf qu'il y a au moins une raison de continuer. Et vous la connaissez, cette raison. Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Je vous parlais de patience tout à l'heure avec le téléphone. Il faut être patient, il faut y croire. C'est positif, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Le nombre de gens qui me disent ah, moi j'ai un rêve, mais j'ai essayé, c'était 2 mois, j'essaie de faire ci, faire ça, ça marche pas. 2 mois, pardon, 2 mois, mais je parle en années. Les projets, c'est des années de travail, c'est des années où il faut y croire. Bref. Donc on galère, on n'y arrive pas, tout le monde s'en fout, parce que nous, pour faire ce type d'expédition, donc l'idée c'était de partir au pôle nord géographique, l'axe de rotation de la Terre, là-haut, et de rejoindre la côte nord du Canada, de faire 800 km en tirant avec des traîneaux, du matériel de plongée, puis de plonger régulièrement sur la banquise arctique, et puis d'arriver comme ça au bout de 60 jours sur la côte nord du Canada, et puis de rester encore un mois à explorer la côte nord du Canada. Donc, oui, ça coûte aussi de l'argent, mais l'idée, c'est pas juste, on va se faire plaisir, parce que je peux vous rassurer que quand il fait moins 50 degrés, c'est pas du plaisir. Un explorateur, c'est encore un métier en 2018. On n'est plus là pour découvrir des nouveaux territoires. A priori, il y en a moins ou plus. Mais l'explorateur, il est là pour apporter les connaissances. On a des protocoles physiologiques, on étudie le cerveau, on étudie le repos, on étudie plein de choses. Il y a la pollution atmosphérique, on a plein de programmes scientifiques à chaque expédition. Là où les scientifiques ne peuvent pas aller, quand on étudie la réactivité du cerveau au milieu extrême, les scientifiques ne le font pas, ça. Et c'est comme ça qu'on connaît de plus en plus soit l'homme, mais aussi l'environnement. C'est parce qu'on a depuis une quarantaine d'années des informations scientifiques régulières, je parle régulières, qu'on voit l'évolution du monde. Et c'est comme ça qu'on peut mieux protéger. Donc l'explorateur en 2018 sert encore à quelque chose. Là, c'est notre rôle. Et on a un deuxième rôle aussi, c'est à chaque exploration de faire un livre, de faire un film. Pourquoi pas? Pour le partage. Et d'une, faire rêver les gens, parce que c'est encore un des rares trucs gratuits dans la vie, donc autant en profiter. Et de deux, bien montrer aussi que tout est encore possible, qu'il y a encore des paysages qui sont préservés, qu'on peut encore faire des choses, que tout n'est pas forcément perdu. Et puis quand je vais dans les écoles, je peux me dire que les gamins, ils savent exactement de quoi on parle, et eux, ils y croient.
Eux, ils y croient, ils savent exactement de quoi demain sera fait. Ils comptent sur vous d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était le projet. Donc on galère, on cherche principalement des partenaires, mais aussi des sous avec les sponsors. Et c'est compliqué, c'est difficile, on n'y arrive pas, tout simplement. Voilà. Et puis un jour, encore une fois, à force de persévérance, à force d'essayer de convaincre les gens, on a réussi à convaincre alors, beaucoup de partenaires, mais à convaincre une marque, une grosse marque de montre, parce que la montre c'est de l'argent qu'il faut, c'est-à-dire que les billets d'avion, il y a des trucs qu'on ne peut pas négocier en partenariat, donc ça coûte très très cher. Plus le film, plus le livre, etc. Donc, 2 ans de préparation, on part à 8. En 2010, on part à 8. Le 26 mars 2010, on atterrit au pôle Nord géographique. On est 8, on a un chien avec nous pour nous protéger des ours. Voilà. Et puis, donc, on a tout préparé. C'est quand même 2 ans de préparation, on est parti s'entraîner un peu à droite à gauche, en mer Baltique. Beaucoup de séances d'entraînement, et on connaît quand même le monde polaire, on n'y a jamais été. On s'est beaucoup renseigné, et puis Jean-Louis nous a beaucoup conseillé. Et puis, on est dans l'avion, et puis là, on est tous comme ça, on regarde un peu à travers le hublot. Le hublot, il est englacé, hein, donc on frotte un peu comme ça. Ah merde, c'est quoi ça? C'est-à-dire que nous tous, à peu près, on avait imaginé que le pôle Nord, c'était quelque chose de plat. Puis on aurait tiré tranquille avec nos skis de rando, les traîneaux, on aurait fait nos 800 km, mais là, non. On a juste oublié que, alors on savait, mais pas à ce point-là, que en fait, la banquise du pôle Nord géographique est composée de 2 types de glaces. Une glace qu'on appelle mono-annuelle, une glace de l'année, qui vient en début de saison, qui font à la fin, et une glace pluriannuelle, une vieille glace qui peut avoir 2, 3, 4, 5 ou 10 ans. Et bien les deux cumulés, avec les vents et les courants, peuvent former des crêtes de compression. Donc ça, on le savait. Mais en fait, on n'a pas vu qu'il y avait des crêtes de compression partout. Donc ça peut être des murs de glace qui peuvent aller jusqu'au plafond. Compliqué, hein. Et bien, il va falloir trouver des solutions, il va falloir s'adapter. Ça, c'est l'avion qui atterrit. Donc là, on arrive, on est content. Hein. On est content, il ne faut pas oublier, c'est quand même plus de 2 ans de travail. Donc ici, on a l'équipe, le pilote. Alors, le pilote qui a vu le chien, qui avait quelques mois à l'origine, enfin, à cette époque, qui lui a dit adieu. Voilà, il pensait qu'il n'allait jamais revenir. Et voilà, donc là, on est 8. Pourquoi? Parce que on ne peut pas tout savoir faire dans la vie. Donc on s'entoure de gens compétents qui permettent après la réussite de l'objectif. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc ici vous avez, par exemple ici c'est Sam. Sam c'est un mécanicien, plongeur. Aujourd'hui il est chef, il est capitaine du bateau Tara, pour ceux qui connaissent. Ici on a Pascal l'infirmier, on a Emmanuel qui s'occupait de la communication. Alors ça c'est moi. Ici on a Guilain, chef d'expédition, plongeur aussi. Là on a Vincent, caméraman. On a la logisticienne, pardon. Donc elle ne venait pas avec nous sur l'expédition, mais elle était sur une base arrière. On a le photographe et on a aussi l'infirmier. Enfin, voilà, donc, en gros, à 8, on était capable de résoudre en théorie tous les problèmes qui pourraient nous arriver. Et on va. Voilà, donc il fait un peu froid. Et voilà, je vous parlais des crêtes de compression. Et là, il a fallu s'entraîner. Parce que c'est ça aussi, c'est avec une équipe, on va sur le même objectif et puis on est là pour s'entraîner, voilà, pour se mettre des bâtons dans les roues. Donc alors il y a toujours des discussions. Ouais, on va plutôt prendre à droite ou à gauche. Des fois, il faut peut-être prendre au milieu. On ne sait pas forcément la route qu'il faut prendre et le chemin qu'il faut emprunter. Donc des fois, il faut aussi écouter les uns les autres et puis à un moment, il faut se lancer en fait. Il faut juste, on ne sait pas. Si on le savait. Je me rappelle une fois, j'étais au Groenland, sur l'expédition d'après, je vais vous raconter. On était en kayak avec un pote, on a fait 1000 km à kayak, avec les icebergs et tout. Et à un moment, mon copain il me dit, Vincent, mon collègue, me dit, mais c'est par où? J'en sais rien, moi. Je suis jamais venu par là. Donc est-ce qu'on va prendre là ou là? Est-ce que si on va là, on va plutôt être embêté et tu vas m'en vouloir, ou si on. J'en sais rien, des fois, il faut se lancer. En tout cas, l'entraîne est nécessaire. Donc tout ce qu'on fait, on évite. Alors bien évidemment, on prend des avions. Oui, on peut aussi ne pas faire ces choses-là. Oui, on est d'accord. Mais on
on va essayer de recycler, bien évidemment, le maximum qu'on peut. On aurait pu prendre des tronçonneuses pour ouvrir des trous. On aurait pu le faire. Non, on a pris par exemple des tarières, des scies à glace. Plus on limitait notre impact sur l'environnement, mieux c'était. C'est quand même aussi le but, pour pourrir l'environnement. Le travail en équipe. Donc la réussite, bien évidemment, de ce qu'on a fait, c'est parce que chacun était compétent dans sa matière et parce qu'on s'entraidait. Donc oui, le travail en équipe, bien évidemment, était nécessaire et important. Ça, c'est sous l'eau. Voilà. En gros, à quoi ça peut ressembler sous la glace de la banquise arctique. 200 mètres de visibilité. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, ça peut paraître impressionnant. Ça peut paraître impressionnant, mais regardez, là on a à peu près 2 mètres d'épaisseur de glace. Il y a 20 ans, on en avait entre 3 et 4 mètres. Imaginez, on ne se rend pas compte. Hein. C'est-à-dire que, oui, la banquise arctique fond. Et ce qui m'a passionné encore plus en connaissant un peu le monde polaire, c'est que la base du climat part de l'agriculture, que tout change parce que la glace fond. Alors, la banquise arctique, c'est pas elle qui va faire monter les océans. Par exemple, les calottes glaciaires du Groenland, eux, font monter les océans. Après, on a des changements des courants océaniques. Ensuite, on a l'acidification des océans, puisque plus on a de l'eau douce qui descend des glaciers qui fondent, plus on a un pH qui est différent. Donc tout ça, ça se ressent partout après dans le monde. Et ben, ça me passionne. Et puis en même temps, ce qui m'a passionné dans la glace, c'est que quand vous allez en Antarctique et que les scientifiques font des carottages, ils reviennent sur le passé du climat depuis quand même des milliers d'années. Passionnant. Donc elle vous raconte une histoire. Elle est solide, elle est puissante, la glace, puisqu'elle a écrasé les bateaux des premiers explorateurs. Mais en même temps, elle est fragile et sensible, parce qu'elle est en train de fondre et qu'elle joue sur l'ensemble de la planète. C'est un truc de dingue. Vous aussi, vous allez être amoureux du monde polaire, vous allez mieux comprendre. J'en suis sûr, vous allez me piquer mon jeune. Voilà. Il y a de la vie sous-marine Oui, alors on ne se rend pas compte. C'est microscopique souvent. Ouais, Tu peux avoir des anges de mer, par exemple. Je crois que j'ai une photo d'un ange de mer tout à l'heure, je vous en montrerai. Mais c'est assez microscopique. Là, on a 4000 mètres de fond. Donc on a peu de vie. Même les ours, tu peux en croiser, mais ils ne viennent pas chasser là, parce que les phoques, ils sont plutôt près des côtes quand même. Donc là, ici, il y a quand même peu de vie. Et après, alors on parle de risques, mais oui, mais les risques sont mesurés, c'est 2 ans de travail. Il ne faut pas l'oublier, c'est 2 ans de travail, c'est une grosse expérience. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de plongée maintenant aujourd'hui, j'ai géré les écoles, donc on peut se permettre aussi avec l'expérience d'aller encore plus loin, de tenter encore les choses. Et là, par exemple, vous allez me dire, enfin ou pas d'ailleurs, ah ben t'as pas de ligne pour retrouver le trou de sortie. Là j'étais à 150 mètres d'un trou. Oui, parce que j'ai considéré, à force de faire de la plongée souterraine, à force de faire de la plongée sous la glace, on a souvent une corde pour pouvoir retrouver un fil d'Ariane, pour pouvoir retrouver le trou à la sortie. C'est peut-être plus en sécurité de ne pas en avoir que d'en avoir. Parce qu'ici, je m'enfonce à l'intérieur de la glace, et en faisant demi-tour, j'aurais très bien pu m'emmêler. Et l'emmêlement avec un fil d'Ariane, ça représente 40% des accidents mortels. Donc j'étais plus en confiance de cette manière-là et de revenir sans m'emmêler que de m'être emmêlé, de m'essouffler, etc. Et on n'avait pas souffrance. Alors bien évidemment, on était 8, c'était compliqué parce que c'est difficile, parce qu'il fait au plus froid moins 52 degrés, parce que tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, dans une n'importe quelle société. Et bien oui, il y a aussi des choses qui ne s'est pas passé là d'ailleurs, mais je l'ai appris avec le temps. La communication, parler, échanger, mais là, ça résout tous les problèmes. Et chacun là, dans son coin, en fait, il y a eu, parce que ça a été compliqué, hein, c'est plus de 45 jours d'expédition, deux clans qui se sont créés sans le vouloir, ceux qui étaient pour machin, ceux qui étaient contre machin. Et ce qui aurait pu, si le chef d'expédition, qui était son rôle à l'origine d'être manager, discuter, essayer de trouver des solutions, au lieu de se renfermer sur lui-même et dire c'est comme ça, c'est pas autrement et j'ai raison, c'est ce qui a foiré l'expédition. Je parle pas de l'objectif, mais de la. Il n'y aurait pas eu ces clans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est normal d'avoir des problèmes.
tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais ce qui aurait pu nous aider, voilà, c'était la communication. C'était notre première intelligence il y a pratiquement 10 ans. Donc on a appris avec le temps. Et on a cette. Voilà, toujours ce côté, la manière d'être, quand je dis la manière d'être, c'est la patate avec le sourire et y croire et être positif et optimiste. Parce que, et d'une, ça attire l'optimisme, et de deux, c'est quand même plus agréable de voir quelqu'un qui y croit, même malgré les difficultés, que quelqu'un qui fait la gueule. Bref, c'était une superbe expédition, malgré quelques désaccords, mais maintenant, enfin, voilà, on se connaît bien et on est ravis de ce qu'on avait fait. Du coup, on a sorti un film et un livre. Et puis, ouais, pratiquement 6 mois, quand je suis revenu, je me suis dit c'était super, mais j'ai envie de repartir. Et je voulais découvrir encore la glace, parce que c'est quand même ce que j'aime. Et je me suis dit, quel endroit au monde peut éviter beaucoup d'icebergs sans que ça soit trop loin, etc. Et on pourrait faire du kayak, naviguer entre les kayaks. Et puis tiens, je pourrais plonger. Voilà, je pourrais plonger sur les icebergs, parce que je ne connaissais pas les icebergs. Donc le meilleur endroit au monde, c'était le Groenland. 80% de la superficie du Groenland est recouvert d'une couche de glace, s'appelle les 26, et qui limite beaucoup d'icebergs. La côte ouest du Groenland, et il y a des villages, il y a beaucoup de villages. La côte est du Groenland est très sauvage, parce que, brassée par les vents, les courants, donc beaucoup plus sauvage, il y a quelques villages, et là on a été là, sur la côte est du Groenland. Voilà. Pourquoi? Autant aller dans les endroits qui sont moins explorés, si c'est pour faire une balade ou un voyage, voilà. Mais c'est ce qui fait la différence avec une expédition. Un voyage, c'est timé, vous savez exactement de quoi demain sera fait et tout. Là, l'expédition, c'est comme une entreprise. Vous écrivez ce que vous avez envie, là où vous voulez aller, et puis après vous allez vous adapter. Hein. C'est ça, c'est une expédition, c'est une aventure. C'est pour ça que l'entrepreneuriat n'a pas besoin de partir au bout du monde. Ce que vous voulez, c'est une aventure. Donc on est parti, je suis parti avec le caméraman qui était sur la précédente aventure, Vincent. On est partis tous les deux. Donc on est parti 51 jours, l'expédition a duré 51 jours en autonomie complète. Température de l'eau, c'était -1, -1,6. En fait, elle gèle à -1,8 au salé. Alors ça dépend un peu du taux de salinité, mais il faut savoir qu'elle gèle à -1,8 et en gros elle est à -1,6, la température de l'eau. Donc on avait 2 kayaks, on avait fait renforcer 2 kayaks, on les avait fait rehausser pour avoir plus de volume. Et on avait renforcé pour devant éviter de taper la glace. Puis de navigation, on a fait 31 heures sur un kayak. À un moment, c'est 31 heures où on n'a pas bougé sur le kayak, ce qui nous a permis de faire 52 km. Non pas qu'on était fort et balèze, c'est qu'on n'a pas eu le choix. On avait 120 kg de nourriture, de réchaud, une tente, 2 duvets, un chacun. Des panneaux solaires, un recycleur de plongée, un fusil à pompe. Le fusil à pompe, il y a 2 raisons à ça. C'est que la première chose, c'est qu'au Groenland ou au Canada, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas partir sans fusil ou sans carabine, c'est la loi, parce qu'il y a des ours. Et la deuxième chose, c'est que, non pas pour les tuer, mais au moins pour se protéger, leur faire peur, tirant en l'air. Et si à un moment il fallait choisir, ça aurait été eux ou nous. Mais voilà, c'était surtout aussi parce que pas le choix. Des téléphones satellites, on en a 2, 2 GPS, donc tous les éléments de sécurité, une balise de détresse, sont multipliés par 2, au minimum, toujours. Les appareils photo, les caméras. Alors, à chaque début d'aventure et à chaque fin d'aventure, on fait toujours venir un caméraman et un photographe pour faire les images que nous, on ne pourrait pas faire. Donc des images de loin, des images avec un drone, etc. Parce qu'après, quand on fait un film ou un livre, on a une multitude d'images de professionnels et après nos images d'expédition, d'aventure. Donc c'est pour ça qu'il y a des photos où on nous dit, qui a pris la photo? Donc soit c'était au début ou à la fin de l'aventure. Donc l'anticipation, à chaque fois, moi chaque expédition, c'est-à-dire je l'ai vécu avant de la vivre. Je l'ai visualisé avant de la vivre. Je sais exactement ce que je vais faire à 99% des cas. Il y a 1% des cas où je me dis, ah merde, ça je n'avais pas prévu. Mais tout le reste, j'ai vécu mon expérience avant de la vivre, avant de la réaliser. Je la visualise et j'ai réponse à tous les problèmes, en théorie, qui devraient arriver.
tout, j'imagine tout. Si on me pose une question, mais qu'est-ce que tu fais si ça? J'ai la réponse. Qu'est-ce que tu fais si j'ai la réponse? Si ça ne marche pas, le plan B, il y a le plan C, D, E, F, il y a toujours des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je vous parlais des 99%, bah là il y avait 1% qu'on avait zappé. C'est-à-dire qu'avec Vincent, on avait prévu donc de naviguer à peu près une vingtaine de kilomètres par jour, c'est à peu près le rythme, de plonger de temps en temps. Alors je ne suis plus le seul plongeur, hein. Vincent il ne plonge pas, il a fait juste un baptême de plongée au pôle Nord, la précédente aventure. Donc il n'y avait que moi qui plongeais. Et on avait imaginé, donc on avait repéré les cartes satellites, et entre 15 et 20 km, on avait repéré des endroits sur la carte où on pouvait accoster, poser la tente et y dormir. Donc on avait repéré plusieurs endroits, A, B, C, D, voilà, s'il y a des endroits qui ne marchaient pas, on ne pouvait pas y accéder. Et on s'imaginait dormir entre la plage, le sable, le fin, bon, on avait zappé qu'en fait, c'est plutôt des galets. Donc on a plutôt dormi sur la plage, le sable, les galets, qui nous a abîmé de suite nos kayaks, parce que quand on arrive ici, alors là, il n'y a pas beaucoup de ressac, mais la mer en fait nous jetait violemment sur les galets, ce qui nous a très rapidement abîmé nos kayaks. Voilà, ça on avait oublié. Mais c'est ça aussi, on ne peut pas non plus tout prévoir. Vous pouvez prévoir beaucoup de choses, il y a une petite part d'imprévisible, ce qui fait aussi, encore une fois, partie du charme de l'aventure évoluée en conscience. Je suis parti avec Vincent, on est parti qu'à deux. Qui est deux, hein? Parce que je le connaissais, parce qu'il avait fait d'autres aventures. Donc déjà, on s'était rencontrés sur le pôle Nord, mais il avait fait d'autres aventures auparavant. Et je sais que, en fait, il y a plein de gens qui me disent ah, moi je suis prêt à partir avec toi, je suis prêt à. Tu me dis pour ta prochaine aventure, je te suis. Et en fait, non. En fait, c'est pas évident. Quand vous allez dire, bah, déjà tu m'en parles à ta femme, tu vas dire que tu vas partir pendant 4 mois là. Ensuite, tu vas juste accepter que bah, tu signes un contrat là, parce que si jamais tu meurs, ça c'est pas de faute. Et puis là, d'un coup, ah bah oui, mais en fait, non, je peux pas, tu comprends. Et en fait, bah, tu as beaucoup moins de gens. Et puis, quand tu es sur place, tu peux pas râler, tu n'as pas le droit de râler. Il faut juste avancer dans la même direction. Tu peux avoir des désaccords, mais on en parlait tout à l'heure. Tu peux avoir des désaccords, mais les désaccords, c'est pas des engueulades, c'est une vision des choses différentes. Et tous les deux, on est hyper complémentaires. Hyper complémentaires parce que il y en a un des deux qui est très optimiste et l'autre qui est assez pessimiste. Et bien les deux, c'est génial parce que ça crée une balance. Important la balance, important. Ça nous a évité, par exemple, de faire certaines bêtises. Quand il y en a un qui était plus optimiste et qui voulait faire quelque chose. Bref, l'idée c'est quand même de plonger aussi sous les icebergs. Donc on avait mis en place un système, on mettait les kayaks en quinconce et on avait fait un système avec comme un catamaran. Il y avait deux tubes reliés avec un filet au milieu, ce qui me permettait moi de m'équiper sur le kayak. Et comme ça, le kayak ne se retournait pas. Donc au début, alors ça c'est au début de l'aventure, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une équipe de tournage qui était là au début, et après ils sont partis. Donc ça c'est comme ça qu'on peut me voir de loin, sinon j'aurais jamais eu ces types d'images. Donc j'ai voulu découvrir le monde des icebergs, et en fait c'est passionnant quoi, quand vous avez tout le monde qui dit, vous savez, il y a 9 dixièmes qui est sous l'eau et puis 1 dixième qui est en surface, c'est exactement ça, ça représente exactement aussi ce qu'on voit des gens, c'est-à-dire que on dit ah mais t'as une chance extraordinaire, c'est chouette ta vie. Oui mais tu vois que la partie qui est émergée, c'est comme vous, on voit que la partie qui est. On voit pas le travail, les 90% du travail qui est juste intense et puis les échecs que vous pouvez imaginer, puis les difficultés, etc. Non, la vie c'est un iceberg, on voit toujours ce qu'on montre, mais là voilà, donc je suis descendu comme ça, j'ai fait des plonges jusqu'à 40 mètres et c'était juste fabuleux, jusqu'à un moment. En remontant d'une plongée, au loin comme ça, je vois une tache blanche et je me suis dit tiens c'est marrant, un bout de glaçon, un petit bout de glaçon. Et à un moment, le bout de glaçon, je m'aperçois qu'il approche vers moi, qu'il a des poils. Je me suis dit très rapidement, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit un bout de glaçon, il n'a pas de poils, et je vois les pattes, comme ça. Voilà, donc ça avance, et je m'aperçois que c'est un ours polaire. Et donc en fait il passe plusieurs fois. Et à un moment donc il passe comme ça, il met la tête sous l'eau, et là il me regarde. Ah,
Super. Et j'ai dû faire 2 apnées. Donc il descend à 3-4 mètres de profondeur, il est resté, je crois, 4-5 secondes, très très peu. Et je me suis dit, il n'est pas bon apnéiste. Par contre, il nage bien. Là, j'arrivais pas à le suivre. Il nageait super bien. Puis il nage avec ses pattes avant, comme ça. Et puis les pattes derrière, en fait, c'est le gouvernail. Voilà. Je ne le fais pas, j'y arrive pas. Mais c'était fabuleux. C'est un moment unique, vous imaginez bien. Et à un moment, il part. Et là, je ne vois plus l'ours. Donc je ressors. Voilà. Comme tout plongeur, je ne sais pas si j'ai un plongé, quand vous ressortez, vous faites un tour d'horizon, vous regardez à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas un bateau, en théorie, ou un ours polaire qui passe au-dessus. Je ressors, je ne vois personne, et à un moment au loin, qu'est-ce que je vois? Je vois ma petite chérie, comme ça, qui arrive, mais qui est à 50 mètres. Super. Et je vois, c'est super, c'est super. Donc moi j'ai des bouteilles, je suis prêt à descendre. Donc là, et puis en fait, elle a ouvert 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres. 20 mètres, c'est pas loin 20 mètres, hein, et je lui dis, bon, allez, franchement c'est classe, mais je vais descendre, je vais éviter de me faire coquer. 10 mètres, et là je fais, mais en même temps, je suis en train de vivre un moment de dingue, il faut que j'en profite encore un peu. 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres. 6 mètres, c'est rien, 6 mètres. Et là je me dis, oh, c'est chouette, je peux pas. 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres. Elle est à 3 mètres de moi. Et là, je suis prêt à descendre. Je vais m'échapper. Elle s'arrête et on se regarde. Et on se regarde, mais c'est droit dans les yeux. Ça dure 2 secondes. Et j'ai senti, c'est bon, on fait quoi là? On s'embrasse, je passe. Vous imaginez l'intensité quoi. Et là, elle se redresse. Je dis elle parce que j'aime croire que c'est une fille. Elle se redresse et elle part. J'ai fait fuir un ours polaire. Bon, ça reste entre nous. Bref, tout ça pour dire que. Ton collègue, du coup, il était en surface et il avait la carabine. Ouais. Et tout ça pour dire que le risque, là j'ai pris des risques en soi. J'ai pris des risques, j'avais quand même un échappatoire qui était à descendre. J'ai un peu joué, mais des fois c'est important de jouer aussi. Il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques et que on sait exactement où on va et que tout est gagné par avance, non. C'est chiant. Il faut prendre des risques dans la vie. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on fait les choses de dingue. Là, c'est quand elle me regarde. J'ai bien senti qu'il y avait un truc entre elle et moi. Bref, tout ça pour dire que, voilà, je vous montre quelques images. Je vous parlais des gestions des priorités. Quand on a passé 51 heures, je crois, c'est ça, les 32 km sur le kayak. Non pas qu'on l'a voulu, mais qu'on n'a pas eu le choix, c'est qu'à un moment, on avait encore une fois visualisé, imaginé plein de choses. Il y avait encore un truc qu'on avait zappé. C'est qu'on aurait pu être pris dans une mer de glace qui, à un moment, est arrivée avec le courant et qui nous a empêché l'accès à la côte. Donc, avec mon ami Vincent, on a essayé de pagayer pendant des heures, on n'avançait pas, voire on reculait avec le courant. Et c'est là où, à un moment, il faut se dire, ok, on a un projet, on a un objectif, c'est galère, c'est compliqué, on avance, machin, puis on ne va pas y arriver. Alors on n'a pas annulé, on ne peut pas annuler notre expérience, on ne peut pas appeler les secours, on ne peut pas s'arrêter au téléphone en disant allez, j'en ai marre, j'arrête. Voilà. Ben, on change. À ce moment-là, on dit ok, stop, on ne peut pas avancer. Le chemin il pourrait être là, mais non, on ne va pas y arriver. Ben, on va peut-être passer à droite ou à gauche, on va peut-être attendre, on va se reposer des questions, stop. On fait n'importe quoi, on se pose. C'est exactement ce qu'on a fait là. On était crevés, à un moment on s'est dit c'est quoi la priorité? On est frigorifié, on a faim, et peut-être qu'il y a une grosse vague ou un iceberg qui est dans le coin qui va se casser la figure et qui va juste nous retourner en pleine nuit à 2h du matin. Stop. On va se réchauffer, on va manger, ce qu'on a fait. On a mangé 2 lyophiles et c'était la fête. Et puis on s'est protégé. La priorité c'était rester en vie. Nos aventures, les priorités, c'est de rester en vie dans une entreprise. La priorité, oui, il y a plein de priorités, c'est de faire garder ses employés, ses collaborateurs, pardon, d'avancer, de faire ses objectifs. Il y a plein de choses d'importantes, mais des fois on n'y arrive pas. Et c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Mais des fois, c'est se poser, réfléchir différemment et d'attendre ce qu'on a fait donc, le lendemain matin pour se dire ok, on va trouver une autre solution. Et c'est. Moi, je considère toujours que la vie,
Un bateau moteur, je ne pars pas d'un point A pour aller à un point B, je ne vais pas de Nice à Bastia, c'est pas tout droit la vie. Non. Moi, c'est un voilier, la vie, c'est un voilier. Des fois, il faut tirer les bords. Voilà. Des fois, on affronte des tempêtes. Des fois, il faut réduire la voilure. Puis des fois, quand tout va bien, vous avez le vent dans le dos, vous avez le SPI qui est devant, bah là, ça avance super bien dans la bonne direction. Bah, c'est ça la vie. Et la vie sentimentale, la vie professionnelle, c'est exactement ça, c'est la même chose. Tout ça pour dire qu'on est resté positif, vous imaginez bien. J'ai fait une blague, il n'a pas aimé. Donc j'ai laissé tomber. Donc on s'est quand même bien couvert, parce que l'idée, la priorité, c'est quand même bien évidemment de rester en vie. Et ça, c'est le matin au réveil. Vous avez remarqué qu'au niveau des cernes, on n'a pas eu le temps de mettre la crème. Et mais ok, on s'est posé, on n'est pas mort, c'est pas mal. Et là, on s'est dit, ok, comment on va faire pour s'en sortir? On avait espéré qu'en pleine nuit, le courant puisse embarquer un peu la glace. C'est pas ce qui s'est passé, donc ok, quelles sont les différentes solutions? Appeler les secours. Ouais, mais non, solution facilité, pas bon, nul, on va passer pour des blaireaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Et bien j'ai mis la combinaison de plongée. Je me suis mis à l'eau, et là j'ai écarté chaque groupe de saut avec le corps. Et j'ai tiré les canoques. Et bien j'ai resté 3 heures, mais on est sorti. En fait, il y a plein de solutions. Laquelle est la plus adaptée? Bref, il y a aussi des moments de joie et de bonheur. Voilà, ça c'est plutôt début octobre avec les aurores boréales. C'est ça aussi la vie, c'est qu'il y a c'est difficile, mais en même temps il y a des moments de bonheur, il y a des moments d'extase. Voilà. Je voulais plonger la nuit, parce que, en fait à Tignes, j'avais monté la plongée de nuit aussi, hein, je vous l'ai raconté tout à l'heure. Je trouve que c'est beau la nuit, parce qu'en fait la glace se reflète. La banquise, la lumière en pleine journée, en fait, elle arrive par-dessus, donc la glace, la banquise, elle est tamisée, c'est une lumière tamisée. Et sous l'eau, là, en pleine nuit, vous amenez le phare comme ça, et là, ça fait scintiller avec toutes les bulles d'air, je trouve ça beau. Moi, je me nourris de la beauté du monde. C'est joli, ça. Donc, j'ai voulu faire ça, et en pleine nuit, je suis tombé sur un requin du Groenland. En fait, j'ai fait 2 plongées, et sur la deuxième plongée, je suis tombé sur un requin du Groenland. Alors, le requin du Groenland, ça vit à 200-300 mètres de profondeur, voire 400 mètres de profondeur. C'est un requin qui est aveugle, qui remonte la nuit, et qui est charognard. Il ne chasse pas. Il est charognard, donc il mange un peu tout ce qui est mort en surface. Et donc là, en pleine nuit, je veux dire, j'ai senti une ombre, c'est con ce que je dis, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose. Et avant, je me suis rapproché, j'ai vu que c'était le requin du Groenland, 4 mètres de long, il vit à peu près jusqu'à 200 ans. J'adore faire les selfies. Voilà, je me suis dit, le petit selfie, c'est pour être sympa. Et voilà, sur le. Ok, j'avance encore un peu. Donc là, en revenant du Groenland, je me suis posé un peu. J'ai fait un peu d'autres choses. Après, il faut faire le livre, il faut faire le film. Tout ça, ça prend du temps. Et je suis reparti à l'aventure cette année. En fait, je suis parti au mois de mars sur une aventure que j'ai appelée Arctique. Je suis parti au mois de mars et je suis revenu. J'ai terminé mon aventure en mi-mai à peu près. Je suis revenu en France en juin. Donc, je ne suis pas encore totalement réadapté au monde, hein, je n'en voudrais pas. J'apprends grâce à vous, je vous remercie. J'apprends à m'exprimer grâce à vous. Et l'idée, c'était. Voilà, bon, l'idée c'était de partir dans le Grand Nord canadien sur le passage du Nord-Ouest. Je ne sais pas si ça vous parle du passage du Nord-Ouest. C'est un endroit, en fait, c'est un grand canal qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et c'est un canal qui est glacé. De plus en plus, avec le temps et le changement climatique, eh bien, il y a de moins en moins de glace. Donc, il y a de plus en plus de touristes qui passent. Et, au-delà de ça, il y a aussi de plus en plus de bateaux de transport de matériel, de gaz, ou bientôt de pétrole, un jour ça va arriver, qui passent par ces passages. C'est un passage qui s'ouvre à peu près 1 mois, 1 mois et demi par an. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, c'est parlant, parce qu'aujourd'hui, on parle du changement climatique ici à Paris. Ok, aujourd'hui, vous ne voyez pas, personne ne le voit vraiment, réellement. On va vous dire qu'il y a 5 jours où il a fait hyper chaud au mois d'août. Ouais, ok. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que là-haut, là, chez les Inuits, depuis une dizaine d'années, eux, réellement, leur impact a
a commencé depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus, parce qu'il y a moins de glace, de plus en plus de bateaux, de gens qui passent. Donc il y a de plus en plus de constructions aussi pour accueillir ces touristes. C'est-à-dire que les Inuits, avant, ils allaient même chasser, pêcher, chose qu'ils font de moins en moins, je ne dis pas qu'il n'y en a pas encore, mais de moins en moins, parce que maintenant, il y a eu des supérettes pour accueillir tous ces touristes aussi. Donc c'est facile d'aller acheter sa nourriture dans la supérette. Et maintenant, ce qu'ils font, quand on leur parle, aux Inuits, on leur dit, mais ça fait quoi d'avoir des touristes qui viennent chez vous, découvrir un peu votre univers? Et ils sont contents. Ils sont contents, pourquoi? Parce qu'ils disent, mais la monnaie, et oui, ils vendent leurs sculptures, ils vendent leurs moufles faites avec les pots des sources, etc. Moi, je ne suis pas là pour juger. Il faut aussi se mettre à leur place. Je ne suis pas là pour juger. Par contre, je suis un témoin, je raconte ce que je vois. Et c'est aussi le rôle de mes aventures, c'est pour ça que je fais un livre, etc., c'est pour raconter ce que je suis en train de voir. Donc eux, oui, il y a effectivement un vrai changement. Et moi, ce que je voulais dans cette aventure, au-delà d'avoir 3 protocoles scientifiques, programmes scientifiques, c'était aussi de raconter ce que j'espère le faire dans le film, c'est que je me suis retrouvé, donc je suis parti en tout, ça a duré 62 jours en solitaire. Je suis parti tout seul. Imaginez que j'étais dans une tente, une minuscule tente orange, et que j'ai eu moins 55 ou plus froid. J'ai eu des tempêtes, et j'étais dans ma tente comme ça, donc au milieu de nulle part. Et je me disais, tu te rends compte, dans 6 mois, tu as juste un bateau avec 1000 passagers qui vont passer au même endroit que toi. Toi, tu es peut-être en train de mourir, eux, ils seront avec un verre de champagne à la main. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Je trouve que ça parle aux gens. C'est ce que je veux raconter dans mes aventures. Et la première aventure qu'on avait fait au pôle Nord, première aventure au pôle Nord, donc c'était l'aventure, on est parti en 2010, et en 2015, je vois un film, un brise-glace nucléaire russe, qui arrive au même endroit où nous étions 5 ans auparavant. Même endroit. 1000 touristes chinois qui descendent sur la banquise, barbecue géant, musique à fond. Et tu te dis, en 5 ans, on est passé d'une aventure à quelque chose qui est devenu un voyage pour gens qui ont beaucoup d'argent. Ben oui, le monde il change vraiment. Et là, en fait, il comprend bien que tout va très très vite. Et le monde va très très vite dans les eaux polaires, enfin dans le monde arctique. Beaucoup plus en Arctique, parce qu'en plus il y a des beaucoup plus en Arctique qu'en Antarctique, parce que l'Antarctique ça reste un continent. Et là-haut, ça va beaucoup plus vite en Arctique, plus qu'en Antarctique. Donc très rapidement, bien évidemment, l'expérience, le choix de ses équipements, le choix de son équipe. C'est-à-dire que si j'ai réussi, je vous dis, j'étais seul, mais en même temps j'ai une équipe qui était derrière moi, qui est partie avec moi, mais tout seul on ne fait rien, c'est parce que j'avais une équipe de dingue, multidisciplinaire et pluridisciplinaire, que j'ai réussi à monter ce projet. C'est encore 2 ans de travail. Avant de partir, donc on ne se rend pas compte, mais je fais du sport. Ouais. Et vous faites des bilans, voilà, vous faites les dents, j'apprends à recoudre sur des cuisses de poulet. Il faut que je sois totalement autonome, il faut que je sache faire plein de choses. Ouais, normalement, je fais sur les pieds de poulet, j'ai fait sur les cuisses de poulet. Voilà, donc dans le Canada, donc, je suis parti de Kugluktuk, un village que vous devez connaître, j'imagine, Kugluktuk. Voilà, et l'idée c'était de faire un premier ravitaillement là, puis de remonter et continuer sur un autre village, et puis de remonter, etc. Bien évidemment, ça c'est ce que j'ai écrit, c'est pas ce que j'ai pu réaliser, pour plein de raisons, je vais vous l'expliquer, mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est-à-dire que on peut tout inventer, tout faire, c'est open bar, puis après on s'adapte, on voit. Donc je suis parti 13 mars 2018. Au début, donc caméraman photographe, à la fin caméraman photographe, le reste du temps tout seul. Et voilà, avec mes 2 traîneaux, je les appelais les filles. Voilà. Je ne me sentais pas seul. Je discutais beaucoup avec mon matériel. Ma maison, voilà, mes copines là, et ma petite tante. Voilà. Et puis, je vous parlais de visualisation, je me suis projeté du coup sur la. J'avais encore une fois vécu mon aventure avant de la vivre. Et puis j'aime bien la plonger parce que c'est quand même mon ADN, donc je me suis dit, tiens, je vais quand même plonger sous la glace, sur la banquise. Et donc j'avais
anticipé le danger. Le danger potentiel, c'était quand même les ours. Les ours, à l'époque, ils sont là, et eux, ils attendent pendant des heures et des heures quand ils voient un trou de phoque. Ils attendent comme ça, et quand le phoque il sort, un coup de patte, ils le sortent, c'est 200 kg le phoque, hein, et ils le sortent en 2 secondes. Là, il est mort. Ils mangent entre 50 et 60 phoques par an, des ours polaires. Donc, j'avais anticipé, je me suis dit, ça serait un peu long de finir comme ça. Donc, l'idée, c'était de faire 2 trous, d'avoir un périscope, et puis de. Et puis après, voilà, une arme ici, ma tente là, et si jamais il était là, je sortais de l'autre côté, je faisais bam, lui il avait peur, enfin bon bref. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, je l'ai imaginé. Bon, et puis en fait, une fois que j'étais sur place, donc en fait, je suis arrivé au village, à mon village de ravitaillement, j'ai récupéré la nourriture, du carburant, du matériel de plongée, et là je suis reparti. Pendant quelques jours, il y avait le photographe, on fait les photos que vous voyez là, et après il est reparti et j'ai continué à plonger et mon expédition. Et en fait, j'ai mis 7 heures pour ouvrir un trou de 2 mètres d'épaisseur de glace. Alors 7 heures, en fait, je me suis dit c'est long. C'est long, je vais en faire qu'un trou, puis l'autre on verra bien. Voilà. Donc voilà mon équipement, j'avais quand même le périscope, et j'avais un recycleur. Alors, le recycleur, c'est un appareil militaire d'ailleurs, qui me permet de. On crache, enfin, quand on expire, on expire 21% d'oxygène. En fait, ces 21% d'oxygène sont récupérés voilà, par le tuyau quand j'expire. Le CO2 il est capté par de la chaux. Voilà. Donc, comme ça, on évacue. Ici, j'ai une cartouche de chaux. Et j'ai une bouteille d'oxygène ici qui va me réinjecter à chaque fois. Parce que quand j'expire, j'inspire 21% d'oxygène, j'expire 16%, les 16% sont récupérés. Et en fait, ma petite bouteille ici me réinjecte les 5% qui manquent. Voilà, donc ce qui me permet de me faire des plongées d'1 heure, 1 heure et demie. Je vous rassure, c'est pas du tout ce que j'ai fait parce que vous avez froid avant. Mais voilà, j'avais l'idée de faire la plongée, c'était aussi de prélever du plancton pour étudier l'ADN. Je travaillais avec le CNRS et aussi le CNES à Toulouse. Voilà. Parce que l'ADN du plancton a été étudié dans cette région du globe par Tara il y a 5 ans, à peu près, 4-5 ans. Et depuis, il n'y a pas d'information. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est si l'ADN a changé depuis 5 ans, s'il peut être quand il éventuellement approuvé, parce que c'est quand même au début, il est à la base de la chaîne alimentaire. Donc c'était aussi mon rôle là-bas. Voilà, donc ça c'est une quête. C'est moi. Voilà. J'ai perdu 11 kilos. Alors j'en avais pris 6 avant de partir, j'en ai perdu 11. Pourtant je mangeais 6000 kilocalories. Mais je faisais quand même pas mal d'efforts. Ils ne sont pas bons. Et voilà, ça c'est pratiquement à l'arrivée. Je suis très ému. On ne le voit pas, mais je suis ému. Voilà. Vous avez des questions ?